Bonjour et bienvenue dans Nouveau Chapitre, le podcast de Joli Bump. Je suis Marie Boyer-Aubert, la fondatrice de Joli Bump, première marque française qui propose une mode durable à porter avant, pendant et après la grossesse. J'ai créé cette marque suite à ma propre grossesse, avec la volonté d'accompagner les femmes dans l'aventure de la maternité, par mes vêtements, mais aussi en créant du sens vis-à-vis de ce sujet intense et vibrant. Ce podcast, c'est le blog audio de Joli Bump. Dans chaque épisode, je reçois une femme pour l'interroger sur sa vision et son vécu de la maternité, sur la relation de la femme qu'elle est à la maman qu'elle est devenue et sur la transmission. Si vous souhaitez découvrir Joli Bump, rendez-vous sur notre site internet jolibump.com et pour vous, chères auditrices et auditeurs, un bon d'achat de 10 € vous est offert avec le code podcast. Maintenant, place à l'épisode. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nouveau Chapitre. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Agathe Le Caron. Bonjour Marie. Bonjour Agathe. Donc Agathe, tu es journaliste à la tête de la Maison des Maternelles depuis 2016. Auparavant, tu as présenté notamment On n'est pas que des cobayes et Top Chef en 2011. Voilà. Et tu es maman de 2 garçons, donc Gaspard 4 ans et Félix 2 ans. C'est ça. Voilà, et nous allons parler de maternité. Ça me plaît. Ça m'inspire. Voilà. Donc, la question rituelle de Nouveau Chapitre pour commencer, c'est déjà pour comprendre comment tu as appréhendé ton rôle de maman. Est-ce que tu as toujours eu envie d'avoir des enfants ? Comment ça s'est passé ? Alors, j'ai pas toujours eu envie d'avoir des enfants. J'étais très focalisée en fait sur mes rêves de télé, de radio. Quand j'étais plus jeune, c'est vrai que quand avec mes copines, quand on nous demandait qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, elles disaient toutes moi je veux 2 enfants et 3 enfants, et moi je disais moi de la radio. Donc non, c'est venu après, c'est venu aux alentours de l'âge de 30 ans quand j'ai pour la première fois quand je suis tombée amoureuse en fait. Ouais. Voilà, c'est toujours passé par l'amour d'un homme, moi, l'envie d'enfant. Et puis malheureusement après ça s'est pas passé comme je voulais, etc. Ou heureusement, parce que je suis très heureuse finalement après coup d'avoir le papa de mes enfants que j'ai aujourd'hui. Et puis du coup j'ai rencontré sur le tard, parce que c'est vrai que c'est un métier qui est très chronophage, qui est pas très sécurisant, et du coup quand chaque année on a peur de pas travailler l'année d'après, on se dit que c'est jamais le bon moment pour faire des enfants. Et puis du coup à 37 ans je me suis dit oulala, mais j'ai pas d'enfants, donc j'ai commencé à me dire que j'en aurais pas. Ouais. Puis j'ai rencontré le papa de Gaspard et Félix, et puis on s'est dit faut vite en faire parce qu'on est vieux, et on a eu de la chance que ça a marché les 2 fois tout de suite. Donc comme dirait René Friedman, qui est donc un grand ponte de la PMA, vous êtes un peu le miracle de Noël. Donc maintenant, comme j'ai plus le droit de dire oui, moi j'ai eu facilement des enfants à 40 ans, je dis que je suis le miracle de Noël, mais bon voilà. D'accord. Et comment se sont déroulées tes grossesses ? Comme dans un rêve. C'est vrai que j'ai eu vraiment du bol. Moi, c'était des parenthèses enchantées. Ouais. Surtout la première, parce qu'évidemment, j'avais pas d'enfant, donc du coup, j'étais une princesse dont on s'occupait pendant 9 mois. J'ai bien profité à tous les niveaux, puisque donc j'ai pris 26 kilos. Mais très honnêtement, c'était pas un sujet pour moi. Ouais. Mais vraiment, je m'en fichais complètement d'être déformée et tout. D'accord. J'étais dans une espèce d'épanouissement, de plénitude totale, un peu angoissée, voilà, comme toute première grossesse. Et puis j'ai un accouchement qui s'est passé en 5 heures, merveilleusement. Donc, je sais pas ce que je peux dire de mieux. Je suis un peu une publicité pour la grossesse. Donc t'as signé de suite pour la deuxième. Et j'ai signé tout de suite pour la deuxième. Si j'avais pu, j'aurais recommencé dans la seconde. Mais la deuxième grossesse c'était un peu plus difficile parce que forcément j'avais Gaspard. C'est un petit garçon qui est très agité, qui est hyper mignon, mais voilà. Et donc du coup c'est vrai qu'à force de le porter, j'ai eu un petit décollement, j'ai eu des petits aléas, mais rien de grave. D'accord. Et quand est-ce que tu t'es sentie devenir maman pour la première fois ? Moi, c'est pas venu tout de suite. J'ai pas eu on me le pose sur le ventre et j'ai une révélation. En revanche, je me suis tout de suite dit c'est sûr, cet enfant, je vais hyper bien m'en occuper, je vais l'aimer. Il y avait une espèce en tout cas de responsabilisation qui a été immédiate. Mais c'était un peu 2 personnes qui se connaissent pas, qui doivent s'apprivoiser. Je crois que je suis pas la seule à avoir vécu ça. Ouais. J'ai pas eu
une bouffée d'amour. Voilà, c'est venu après, on va dire. Une petite semaine pour les deux. D'ailleurs, ça s'est passé exactement pareil pour les deux. Et en plus pour Gaspard, donc pour l'aîné, je devais tourner des documentaires, donc je devais partir à Los Angeles, au Japon, 1 mois après. Ah ouais. Donc j'ai pas pu l'allaiter parce que la sage-femme m'a dit ça sert à rien, c'est au moment où ça va se mettre en place que vous allez devoir partir et tout. Mais quel regret j'ai d'avoir accepté de faire ça, parce qu'en fait, je me suis complètement laissée pas avoir parce qu'il y est pour rien, mais mon producteur m'a dit 1 mois après, je pense que t'auras eu le temps. J'étais oui, c'est peut-être un peu. Tout le monde m'a dit mais non, fais pas ça. J'ai dit mais si, ça ira. Je passerai à l'allaitement mix. Enfin, j'ai fait n'importe quoi. Ouais. Et donc je regrette, mais un point, ça c'est vraiment un gros regret. Mais donc du coup, c'est l'idée de partir a fait que je me suis tout de suite attachée. Enfin, qu'il y a un moment où je me suis attachée. Je me suis mise à pleurer en disant mais je peux pas en fait quitter mon bébé pendant 15 jours, c'est impossible. Ouais, donc c'est ça qui a été le catalyseur de l'attachement pour Gaspard. Et comment sont passées après les premières semaines, notamment pour ton premier, quand tu découvrais un peu ce nouveau rôle. Ça a été un peu. J'ai un mari qui a fait un petit baby blues, donc plus que moi, donc c'est marrant. C'est rigolo. Ouais. Ça arrive. Donc du coup, je portais un peu tout, donc ça n'avait pas été forcément facile. Ouais. Et puis j'étais un peu anesthésiée en fait. Il y avait un truc un peu de. D'abord, c'est jamais comme on l'a fantasmé. Donc ça, c'est un grand message que je donne régulièrement dans les maternelles, c'est d'essayer, on peut pas faire autrement que d'imaginer comment ça va se passer, mais d'essayer de fantasmer le moins possible et le physique de son bébé et l'attachement et les premiers jours, parce que c'est jamais comme on l'avait imaginé. D'abord parce qu'il y a énormément de choses qui se jouent, de sa propre histoire, des choses qui ressortent, mais des cauchemars, des rêves bizarres, enfin voilà, c'est quand même des espèces de révélateurs de choses qui étaient mises dans l'inconscient, je crois vraiment. Donc moi, ça a beaucoup appuyé sur mon histoire personnelle et sur la petite fille que j'étais, comme toutes les mamans. Et donc du coup, ça a été un peu chamboulant quand même. Et donc je suis restée insomniaque, par exemple, pendant 1 an. Ah oui. Donc j'ai eu, mais vraiment, j'étais en espèce d'hypervigilance tout le temps. Il y avait rien n'y faisait. J'ai essayé de prendre des médicaments, j'ai vu que ça marchait pas, donc j'ai arrêté. J'ai fait de l'hypnose, j'étais voir un moult psy. Enfin, j'ai fait 1 milliard de trucs qui marchaient pas. Le seul truc qui a marché, c'est la natation. Donc si, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes mamans qui vivent ça. Je parle même du moment où les enfants commencent à dormir. Moi, en plus, Gaspard, il a fait ses nuits au bout d'1 mois et demi, donc il a été sympa avec sa mère. Mais moi, c'est moi qui dormais pas. Ouais, du coup, c'est ralent, quoi. Ouais. J'ai un enfant qui fait ses nuits et moi, je regarde des séries toute la nuit. Donc voilà. C'est l'enfer. Et non, c'est la nage qui m'a sauvée, c'est marrant. D'accord. Ouais, c'est de la bonne fatigue, c'est vrai. Oui, c'est ça. Je pense que ça met des endorphines et donc c'est des bons antidépresseurs. Ouais. Voilà. Et comment en fait vous avez, du coup, t'en as un petit peu parlé, mais comment vous avez trouvé votre place chacun avec le papa? Du coup, au début, c'était quand même beaucoup toi, c'est ça? Non, mais en plus le papa, il travaille dans le sport. Quand Gaspard est né, c'est en 2014, c'était la Coupe du Monde du Brésil. Moi, je tournais mes documentaires, donc j'ai dû donc partir au Japon et à Los Angeles et à Amsterdam. Enfin, je partais tout le temps, même à Bordeaux, à Toulouse. Enfin, j'étais par Mons et par Vaux. Lui était au Brésil, il faisait des allers-retours, donc c'était vraiment difficile, quoi. Même dans le couple, enfin, on était c'est pas que ça allait mal entre nous, mais c'est qu'il y avait une espèce d'absence de lien entre les trois, quoi. Voilà, heureusement, Theta, qui est ma nounou magique que tu as croisée, on l'a eu 1 mois après la naissance de Gaspard. Heureusement, du coup, on n'a jamais arrêté de la voir parce que ça a créé un truc. On pouvait pas le mettre à la crèche parce qu'il était trop petit. De toute façon, je pense que j'aurais trop culpabilisé. Donc et on n'a pas de grands-parents dans le coin, donc du coup on n'avait pas le choix. Et du coup, comment on a trouvé notre place? Je pense plutôt naturellement, en fait. Lui, il a quand même beaucoup. J'avais bien briefé pendant la grossesse. Je lui avais dit voilà, c'est 50-50, mon pote. Tu vois, pas de charge mentale, mais enfin j'ai quand même réussi à me coller la charge mentale comme tout le monde. Comme tout le monde. Ouais. Voilà, mais c'est ma faute. Si on décortique, c'est moi qui dis non, c'est moi qui fais mieux les machines, c'est moi qui fais mieux les purées, c'est moi. Donc voilà. Ouais. Mais non, c'est assez bien réparti les tâches. Comment ça s'est passé justement la première fois que t'es partie, puisque tu disais t'es partie. Enfin, comment ça a été pour toi? Première fois, je suis partie à Amsterdam, donc j'ai pas tout de suite fait les milliers de kilomètres. Ouais. Enfin bon, je suis partie 3 jours, mais j'étais en pleurs. Je me vois dans le hall de mon immeuble. Il avait quel âge? Il est né le 14 mars et c'était le 5 mai, donc il avait 1 mois et 3 semaines. Quoi. Ouais. Horrible. J'avais déjà recommencé à travailler avant, mais le départ, c'était voilà. Et je me vois dans le hall de mon immeuble, dans les bras de mon mari, en larmes, en disant je peux pas.
Non, c'était horrible. Ouais. Donc voilà, on a fait des FaceTime et des trucs comme ça, mais Toi, t'as réussi à t'habituer non. Non. Bon, non, j'ai jamais pu m'habituer. Mais en tout cas, quand je suis rentrée du Japon, je me souviens que c'était mon dernier jour de tournage et le lendemain, je vais demander à rentrer un petit peu plus tôt que les équipes. Ouais. Bon, ils étaient sympas avec moi en se disant la pauvre, elle vient d'avoir un bébé, on va pas l'empêcher de rentrer voir son bébé. Et donc du coup, j'étais dans l'avion et là, une espèce de bouffée de bonheur de me dire ça y est, c'est maintenant. Ça y est, c'est maintenant. C'était fin juillet, donc j'avais 2 mois de vacances un mois et demi de vacances avec mon bébé. Donc du coup, c'était le bonheur absolu. Ouais. Quoi. Du coup, t'en as profité à fond. À fond. Et alors, une question, justement, t'en as un peu parlé par rapport au changement de ton corps pendant les grossesses, mais quel est ton rapport à ton corps de maman? Écoute, il est hyper sain. Moi, mon rapport de ma machine à café se met en route toute seule, mais ma maison n'est pas hantée, je te rassure. Non, on pourrait croire que c'est un fantôme. Si vous entendez ce bruit, ce n'est rien. C'est ma maison qui est très bizarre. Qu'est-ce que mon rapport à mon corps? Écoute, curieusement, c'est peut-être parce que je les ai fait tard et que du coup, je suis plus dans une espèce de volonté de séduction. Ouais. Ou peut-être parce que j'ai un mari et je crois que c'est aussi beaucoup ça qui est très rassurant et voilà. Mais moi, j'ai aucun problème avec mon corps. Là, je suis pas du tout à mon poids de forme. Quand avant d'avoir mes grossesses, j'étais plutôt très mince. Je faisais attention à l'être. Je faisais un peu de yo-yo, mais bon, voilà. Et là, tu vois, je pense que j'ai 4-5 kilos de plus que mon poids de forme et je m'en fous. D'accord. Mais vraiment, et d'ailleurs, parfois, tu vois, l'année dernière, j'ai regardé des photos de l'été dernier, là, je fais, quand même, en maillot, c'est pas Jojo, quoi. C'est quand même, et tout, c'est dommage, parce que je me dis, il faudrait quand même que je fasse gaffe pour mon mari, quoi. Ça serait sympa de ma part. Même pour les passants, enfin, être un peu sympa. Et puis, donc, chaque fois, je me dis, bon, allez, je vais faire gaffe. Et puis, je sais pas, en fait, pour moi, c'est les stigmates de la maternité, c'est normal, c'est voilà, j'ai plus les seins que j'avais, j'ai le ventre un peu distendu et je pense pas que je ferais de la chirurgie esthétique pour ça. Un petit lifting, je dis pas en disant mais le corps non, c'est bizarre, je sais pas. Ouais, du coup tu l'acceptes bien, complètement complètement. Ouais. Ah, je l'ai même montré à la télé mon ventre pendant. Je voulais rassurer un peu sur Instagram, j'avais beaucoup de mamans qui me disaient "Oh là là, mais moi c'est horrible, je vis hyper mal mon truc et tout." Puis je sais pas, du coup, j'ai montré mon ventre ballon qui pend là un peu pourri en disant voilà, on est toutes pareilles. Ouais, enfin voilà. Donc là-dessus, j'ai pas de complexe. Ah, c'est bien. Ouais, je m'en vante pas, c'est juste comme ça quoi. Non, mais c'est chouette. Je pense que j'ai de la chance parce que je suis bien entourée quoi. Ouais, c'est sûr. J'ai pas de pression. Tu travailles donc au quotidien depuis 2 ans donc sur le sujet de la maternité quand même. Est-ce que ça a eu un impact sur ton rapport à cette maternité, à la tienne en fait? Oui, énormément. D'abord, j'ai quand même pas mal de regrets parce que si j'avais présenté la maison des maternelles avant d'avoir un enfant, ce qui n'est pas possible puisque donc c'est dans le cahier des charges, il faut avoir des enfants, mais j'aurais été peut-être c'est logique, mais j'aurais été peut-être plus maternante, j'aurais peut-être fait du cododo, d'abord je me serais jamais laissée influencer, j'aurais allaité même 1 mois. Vraiment, c'est un énorme regret. Avec Félix, par exemple, du coup, quand j'ai eu Félix, je me suis dit, je vais pas faire un truc à Félix que j'ai pas fait à Gaspard, aussi important qu'une fusion d'allaitement. Donc, j'ai voulu les mettre à égalité, donc j'ai pas allaité Félix non plus, et j'ai un manque, tu sais, mais charnel de ça avec Félix, en plus encore. Je sais pas pourquoi. Donc voilà. Après, présenter les maternelles quand on a des enfants, ça rend un peu schizo. Parce que d'abord, il y a pas un psy qui est d'accord l'un avec l'autre, il y a pas un médecin qui est d'accord l'un avec l'autre. Donc en fait, l'idée, nous on se dit toujours, on propose à nos téléspectateurs des voix en fait. D'accord. Et puis chacun fait son marché en fonction de ce qui est le plus proche de toi. Tu vas te dire, moi je sens dans mon instinct de mère que oui, faut que j'arrête. Je te dis n'importe quoi, que je donne pas de lait de suite parce que t'as un médecin qui va dire non, écoutez, le lait de suite c'est marketing. Le lendemain t'as un autre qui va dire mais non, c'est hyper important. Mais attention, pas n'importe lequel, faut celui qui a des oméga 3 de tel type. Le lendemain, t'en as un autre, tu dis, mais les oméga 3, c'est hyper important dans le lait de suite. Oh non, c'est pas. Donc, en fait, en gros, faut vraiment faire son marché là-dedans. Mais moi, du coup, un jour, je leur donne un lait de suite particulier. Le lendemain, je change parce qu'on m'a dit, je deviens dingue. Donc, c'est vrai que j'essaie de m'écouter. Et oui, du coup, ça a changé quand même, un peu. Sur des conseils pratiques, mais peut-être aussi sur ta vision, je sais pas. Ouais, sur ma vision. Non, mais je pense qu'on est la mère qu'on est quand même. Je pense que j'ai pas changé fondamentalement ce que je suis, non. En revanche, j'ai une vision de la maternité. Enfin, je pense qu'en tout cas, je suis la meilleure personne à qui on peut demander des conseils aujourd'hui si on est malheureuse les premiers jours après la naissance de son bébé, parce que
J'ai eu tellement de psys qui ont déculpabilisé, rassuré, et moi j'ai été aussi tellement chamboulée que en tout cas de ma vision, je suis beaucoup plus rétrospectivement, je suis très douce avec moi-même. Hein. Je sais que c'est vraiment un vrai... Ça t'a permis d'avoir de l'indulgence. Oui. Ouais. Et est-ce qu'il y a justement, tu parles d'astuces et de conseils, est-ce qu'il y a un conseil ou un truc que t'as vu ou que t'as vécu dans la maison des maternelles où t'es dit là, il faut répandre le message? Justement, c'est un peu sur ces questions que j'évoquais tout à l'heure, tu sais, du fantasme. Ouais. Je sais que c'est très difficile, mais en fait, faut pas se dire ça va être génial. C'est dur, d'entendre ça, mais il faut pas se dire ça va être un monde merveilleux. Enfin, rien, je pense, n'est comme on le pensait. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'imaginais que, je dis n'importe quoi, ma mère allait être une grand-mère, d'une certaine façon. Elle n'est pas du tout la grand-mère que j'imaginais. Je pensais que même le papa de mes enfants allait être un père d'une certaine façon. Il est l'inverse de ce que je pensais. Il est bon dans les trucs où je pensais qu'il allait être mauvais. Il est mauvais dans les trucs où je pensais qu'il allait être bon. Moi, je pensais que j'aurais aucune patience. J'ai une patience d'ange. On peut jamais savoir. Ce qui va se passer, quoi. Il faut pas surinvestir le moment. Il faut, à mon avis, essayer de s'attendre au pire parce que sinon on est, en tout cas, il faut juste se dire, il est possible que, je fasse une petite déprime, il est possible que ce soit vachement difficile. Essayer de se dire, tiens, c'était quand le moment où j'ai été le plus fatiguée, où ma vie, ça a été le plus difficile, où je me le suis le plus engueulée avec mon mec parce que j'étais crevée à quel moment j'ai été en burn-out, ce moment-là, c'est un moment que je risque de revivre, Et puis ça peut très bien se passer, évidemment. Aussi, il y a plein de femmes, ou alors je me dis, est-ce qu'il y a des nanas qui mentent, ou est-ce que vraiment ça peut très bien se passer et tout. Je pense que ça peut très bien se passer si on est très entouré. Ouais, tout à fait. Les grands-parents, c'est clé. Moi, j'en ai, les miens, mon mari, malheureusement, n'a plus ses parents, et moi, les miens habitent loin. Donc, c'est vrai que on était un peu seul au monde, quoi. Oui, c'est vrai que moi, mes parents, personnellement, sont pas très loin. Et ça aide. Ça, c'est une aide c'est immense. Une embellie totale. Et en fait, souvent, c'est une aide placebo, parce qu'en fait, au final, tu les appelles pas non plus tous les jours sûr. pour venir t'aider, mais tu sais que si t'as un problème, tu sais que c'est possible. C'est vrai. Exactement. C'est vrai que ça joue. Et est-ce que tu dirais que ta vie professionnelle a été impactée par la maternité? Est-ce que ça a changé tes objectifs professionnels? En tout cas, ça a complètement annihilé mes ambitions. Mais non, en tout cas, ça a évidemment placé les priorités. Ça a tout mélangé toutes les cartes. Bon, j'étais déjà dans un processus qui faisait que c'était plus une obsession, mais là, évidemment, c'est mes enfants. De toute façon, moi, j'ai jamais été aussi heureuse parce que, en fait, comme mon métier est quand même complètement en rapport avec la chose qui compte le plus pour moi, tout ça, c'est un tout qui est très harmonieux dans ma vie. Et moi, là, pour le moment, je peux pas être plus heureuse, quoi. Ouais, tu nages dans la maternité, Je nage dans le bonheur. Donc, voilà, ça n'a pas été sans heurts, mais non. Toujours, c'est comme ça que c'est le mieux. C'est normal, voilà. Et alors après, en fait, donc moi, j'aime bien aussi parler de transmission dans le podcast. Et est-ce que tu as des valeurs essentielles que tu souhaites transmettre à tes enfants? Écoute, dans les choses un peu superficielles, qui pas tant que ça, les choses les plus importantes pour moi à transmettre, c'est l'humour. Ouais. Tout ce qui est, j'arrive pas à trouver le mot, je sais pas pourquoi je suis fatiguée. L'autodérision, voilà, ça va me revenir quand même. Ça, c'est très important. Donc, j'espère que je vais transmettre ça à mes enfants. Et puis, après, c'est des valeurs qui sont plutôt traditionnelles, tu vois. Là, je suis très sur le mensonge parce que j'ai un aîné qui m'étonne beaucoup. Donc, mais qui arrive à inventer des trucs qui m'hallucinent. Genre, tu sais, la nounou, elle a puni Félix pendant très longtemps. Elle l'a enfermé dans la cuisine. Donc moi, j'ai dit à la nounou, mais enfin, faut pas enfermer Félix. Il a que 18 mois. Bon, évidemment, il était outré parce que ça ne s'est jamais passé. Donc, il est capable de mitonner des trucs comme ça. Et je me dis, si un jour, il fait une énorme bêtise et qu'il ose pas me le dire, et que du coup, il en a les conséquences, il vaut mieux, dès le plus jeune âge, leur apprendre à dire la vérité, et du coup à pas les gronder, même si c'est une vérité qui est une bêtise. Donc voilà, mais sinon oui, c'est des valeurs plutôt traditionnelles. Je trouve que pour le moment c'est un petit peu tôt, quoi. Là, je suis sur les fondamentaux, mais je te dis, pour le moment c'est plutôt l'humour. Je me dis, l'humour c'est l'arme de construction massive. S'ils ont de l'humour, ils s'en sortiront. Moi j'ai tout eu grâce à ça, et ils s'en sortiront. Voilà, haut la main. Et comment on fait pour transmettre l'humour à des petits enfants? On essaye d'être drôle soi-même, c'est pas toujours possible. Non, mais j'essaye de leur apprendre des notions de second degré. C'est-à-dire que parfois, on sait bien que les enfants en ont pas. Donc parfois, je sais pas, mon fils, admettons qu'il déteste les tomates, je vais lui dire, ce soir je te fais des tomates cherry. Il est capable de se mettre à pleurer, et là je lui dis, mais non, évidemment c'est une blague, c'est du second degré. J'essaye déjà de lui faire comprendre des toucher trucs du comme doigt ça. Et puis je lui fais des petites blagounettes, je lui planque des trucs.
Voilà, on essaye en tout cas de promouvoir la gaieté dans cette maison le plus qu'on peut. Ça, c'est chouette. Et alors, au niveau de la transmission, il y a aussi la transmission, on va dire, ascendante. Est-ce que ton rapport à ta propre maman a un impact sur ton vécu de la maternité? Oui, elle en a dans ce qu'elle a de négatif et de ce qu'elle a de positif, parce que forcément rien n'est jamais rose. Donc dans ce que je voudrais pas reproduire, oui, plein de choses. Et puis dans ce qu'elle m'a transmis, dans la liberté, c'est une femme hyper libre, ma mère, etc. Donc ça, c'est vraiment des valeurs que je veux transmettre. La cuisine aussi. Ouais. Donc ça, y a qu'à voir cette cuisine merveilleuse dans laquelle j'ai la chance d'évoluer. On est dans la cuisine, je vous le dis, à vous qui nous écoutez, chez moi. On peut pas la voir, c'est vrai. Mais donc j'ai cuisiné avec mes enfants, j'ai commencé à cuisiner avec mes enfants dès le plus jeune âge. À 18 mois, je commençais déjà à leur faire patouiller des pâtes, des machins, des trucs. Et en fait, au travers de la cuisine, tu peux transmettre plein de valeurs, de générosité, de partage, c'est vrai, de joie. Tu peux leur apprendre des trucs, tu peux commencer à leur apprendre à compter. Tu vois, donc et ma mère faisait ça avec moi, je la regardais, elle cuisine hyper bien quand j'étais petite, donc j'essaie de reproduire ça, ouais. Et mon père aussi d'ailleurs faisait ça. Et est-ce que parce qu'on en a parlé tout à l'heure, tu as un emploi du temps très chargé. En ce moment, oui. Est-ce que tu arrives à trouver du temps pour toi, et si oui, qu'est-ce que tu fais, quoi? Alors en ce moment pas trop, mais en règle générale, je suis très obsédée par trouver du temps pour moi, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai trop de gens autour de moi qui s'oublient et qui du coup tous les 15 jours pètent les plombs, pleurent et tout ça. Donc ça je veux pas. Je fais du sport. C'est-à-dire que depuis mes insomnies, en fait, j'ai commencé à nager et je me suis mise au sport quand j'avais 40 ans, j'en ai 44 et j'ai T'en faisais pas du tout avant? Bon, par période, tu vois, des trucs genre faut que je fasse du vélo. Donc je partais faire du vélo, ça durait 3 mois et puis après zut, j'ai arrêté le vélo. Donc voilà, tu vois ma vie. Mais là non, c'est vraiment j'essaie de faire vachement régulièrement. Je prends des cours de tennis, j'essaie de faire des trucs un peu ludiques, tu vois, parce que sinon on a tendance à arrêter si ça nous amuse pas. Et puis oui, des moments où je fais rien. Je regarde des replays de Plus belle la vie. Bon, ça c'est ma passion. Ah non, mais tu sais, moi, je suis folle de Plus belle la vie. Donc je le dis, quand j'ai vu un des héros de Plus belle la vie, j'étais invitée sur l'émission de TF1. Il y avait un héros de Plus belle la vie. J'étais là, mais je suis tellement fan de toi. Et donc, oui, je fais, tu vois, des moments où tu fais rien du tout. Ça, c'est très important. Voilà. Mes enfants sont au parc avec la nounou et tout à coup, j'ai 1 heure devant moi et je fais rien. Ça, c'est ma passion. Je fais des puzzles qui est un truc de mots sur mon téléphone, tu vois, une appli, voilà, pendant 1 heure. Où je bouquine, ou non, mais ça m'arrive souvent quand même. Ça, c'est bien, ouais. Je fais en sorte. T'arrives à trouver ça. Mais j'ai la chance d'une nounou, mais moi, je suis hyper privilégiée, donc mais j'ai une chance de dingue. Quand t'as 2 enfants, normalement, c'est rare. Tu vois, généralement, quand t'as 1 heure pour toi, elle est dans les transports, quoi. Donc, c'est pas pareil. Donc voilà. Donc, non, moi, j'ai de la chance, j'y arrive. Et puis, j'ai des horaires décalés, ce qui me permet de... Comment ça marche, en fait, tes horaires? Alors, cette année, on était en direct le mardi, puis on en enregistrait une après. Et puis, on était en direct le jeudi, on en enregistrait 2. Et donc, le lundi, mercredi, vendredi, c'était consacré à préparer et faire d'autres choses. Donc moi je fais un petit peu de radio, j'écris un livre, j'ai d'autres activités, donc du coup j'avais quand même pas mal de boulot, mais si je me disais tiens lundi coûte que coûte je vais nager pendant 1 heure, je peux le faire. Il n'y a pas de, je m'organise, quoi. Et on parlait des conseils tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des livres, des choses à lire ou des ressources en fait que tu pourrais nous indiquer pour ce qui concerne la maternité? Ah oui, alors un peu, alors moi le meilleur livre que j'ai lu, c'est Bébé, dis-moi qui tu es, petit traité d'anti-puériculture pour mieux comprendre son nouveau-né. Et c'est du docteur Philippe Grandsen, qui est un grand pédiatre. Et c'est le livre, en fait, qui permet le plus, je pense, de se déculpabiliser, de s'écouter et de retrouver son bon sens. Parce qu'en fait, parce que ça aussi, c'est vraiment un conseil que je donnerais, c'est essayer d'avoir du bon sens. Parce que finalement, et par exemple, il dit dans le bouquin, si votre enfant régurgite son biberon complètement, donc on peut pas dire qu'il vomit, mais en tout cas il le régurgite, on est toutes là en train de se dire mais mon Dieu, il faut que je lui redonne un biberon parce que sinon il aura pas mangé, c'est la cata, il va se coucher, il aura le ventre vide, etc. Lui, il dit, quand vous avez vomi, est-ce que vous avez envie de remanger? Parce qu'en fait, on finit par oublier le bon sens. Non, quand un bébé vient de vomir, en fait, on lui redonne pas un biberon parce que on attend qu'il ait faim, quoi. Voilà, tout simplement. Mais on est tellement abreuvé de conseils, d'horaires, de attention, il faut qu'il ait bu un minimum de millilitres, il faut qu'il ait bu minimum qu'il ait fait 4 tétés en je sais pas combien, enfin
Donc du coup, on est complètement paumé et on oublie en fait le bon sens. Et en fait, il nous dit un petit nourrisson, il est programmé pour survivre. Donc faut pas s'inquiéter. Si tout à coup il dort pendant 6 heures la journée, il va pas se laisser mourir de faim. Des conseils de grand-mère en fait, mais qui sont donnés par des pédiatres. Alors je sais pas si les conseils sont vraiment au goût du jour parce qu'il a écrit ça il y a un petit moment, mais c'est vraiment un livre génial. Cela dit, c'est intéressant, tu vois, j'y avais pas pensé, mais cette histoire de bon sens, c'est vrai. Mais c'est le bon sens qu'on oublie. On est là, on se dit ah là là, il faut qu'il fasse sa sieste. On m'a dit à telle heure. Alors, en plus, quand tu les allaites pas, t'as vraiment les trucs des biberons à des horaires hyper bien. Moi, je me souviens quand il sautait un biberon, j'en étais malade. Ou s'il buvait à peine, je me disais mais enfin, mais ça me tournait dans la tête. Il faut absolument que j'arrive à lui donner ça. Mais non, en fait, il est programmé pour survivre. Donc, s'il boit pas, c'est que comme tout le monde, comme nous, à un moment il a pas faim. Il dit aussi à un moment où je sais plus si ça c'était mon pédiatre qui était fantastique à l'époque, qui malheureusement n'est plus là aujourd'hui, qui s'appelait Docteur Israël, qui était un vieux de la vieille, fantastique. Je disais mais Gaspard il pleure et tout, il y a des moments, je sais pas pourquoi il est hyper agité. Il me dit il est de mauvaise humeur. Vous aussi ça vous arrive non de temps en temps d'avoir vos humeurs? Ouais. Ah, je dis, oui, c'est vrai, voilà. Donc, en fait, des trucs qu'on oublie, que oui, un bébé peut être de mauvaise humeur, oui, un bébé peut, à un moment, être fatigué, avoir faim, pas faim, voilà. Oui, c'est vrai qu'on oublie, on a tendance à oublier parfois que finalement, c'est pas des machines, c'est des petites personnes, quoi. Bien sûr. Vrai, malgré tout. Donc, c'est vrai que du coup, oui. D'accord. Donc ça c'est vraiment un super bon outil. Je note. Et t'en as d'autres Qu'est-ce qui m'a hyper plu celui que je vais écrire, où il y aura plein de, que j'ai écrit, et qui sort à l'automne. Qui sort quand, à l'automne. Alors, il sort à l'automne. Ça, c'est sur des activités. Mon idée, c'était de me dire, on s'occupe pas assez de nos enfants. Et surtout, ça nous emmerde un peu de jouer avec eux. Enfin, moi, c'était un peu ça, tu vois, de me dire, jouer pendant 3 heures au Playmobil. Au bout d'un moment, voilà. Barbie, j'aurais bien aimé, mais malheureusement, j'ai des fils, donc. Et donc, j'ai imaginé 70 activités, avec Sylvia Gabet, qui est ma co-auteure, pour partager des activités sympas avec des enfants. Tu vois, là par exemple, c'est un joli petit terrarium que j'ai fait et j'en ai fait un pour moi et j'en ai fait un avec les enfants. Ils peuvent mettre des petits personnages, etc. Donc ça, il y aura ça par exemple. Il y Super. Plein d'idées comme ça, tu vois, pour le week-end. Et puis non, sinon qu'est-ce qui m'a plu comme bouquin? Alors il y a le bouquin, tu sais, de la sage-femme magique. Comment elle s'appelle? Celle qui donne les bains. Non, c'est pas Sonia. Ouais. C'est Non, je te parle de celle de la sage-femme Sonia qui donne les bains. Fantastique. Parce que je suis tombée sur une vidéo moi elle a donné un bain à Félix, donc c'est comme ça que je l'ai connue. Et donc j'ai dit un jour à une réunion, j'ai dit faut vraiment faire un reportage sur elle parce qu'elle murmure à l'oreille des bébés. Et moi c'est peut-être le souvenir, mais je pense le plus fort de toute ma vie, même au-delà des accouchements, de mon mariage, de tout. Ce bain, c'est parce que c'est pas un bain, quoi. C'est un moment de fusion. C'est le moment où on fait un peu le deuil, donc c'est un moment très fort de sa grossesse aussi. Surtout que moi, pour le coup, c'était ma dernière, je le savais, parce que je me disais, bon, voilà, j'ai 42 ans et tout. Et donc, mais un moment d'une puissance pour la mère, et pour le bébé, on ne saura jamais. Mais je pense que oui, puisqu'ils sont dans un état de plénitude. Félix, il a un accouchement un peu plus rock'n'roll que Gaspard, et tout à coup, c'est le moment où il s'est apaisé. Et je suis sûre que ça a changé énormément de choses pour lui, parce que, ça l'a apaisé. Ça l'a connecté à la vie, en fait. En fait, il avait quel âge quand il l'a fait? 2 jours. 2 jours. C'est, 2 jours. Elle était à ma maternité, j'ai eu de la chance. Ah ouais. Donc parce que moi je suis tombée sur une vidéo en fait où elle donnait un bain comme ça, mais j'ai pleuré en fait devant la vidéo. Non mais c'est extraordinaire. Tellement c'est beau. Tu peux pas savoir. Ouais, je mettrai le lien aussi vers la vidéo dont je parle, qui est une vidéo que j'avais vue moi sur Facebook, mais qui est sur le replay des maternelles, je pense. Oui, il y a 3 vidéos. 3 vidéos, d'accord. Merveille. La dernière étant celle que je préfère. Et la plus proche du vrai bain. La première, elle est déjà énorme, mais je sais pas, il y a eu, à chaque vidéo, il y a 20 millions de vues. Ah ouais, non, mais c'est fou. C'est tellement émouvant, il y en a d'autres, en fait, qui font ça, ou elle est vraiment toute seule? D'ailleurs, moi, pour Gaspard, il y avait une sage-femme, une puéricultrice qui avait donné un bain, soi-disant pareil, mais ça m'a pas fait pareil. Ouais. Oui. Elle a un truc. Elle a des pouvoirs magiques. D'accord. Elle est incroyable.
Et est-ce que tu as des activités que tu fais le week-end, donc en dehors donc des activités que tu vas décrire dans ton livre, mais par exemple, est-ce qu'il y a des sorties que tu aimes bien faire ou des choses que tu me conseilles? Nous, on a de la chance qu'on habite en banlieue, donc on fait beaucoup de balades. Tu vois, on a la chance d'habiter tout près d'une forêt. On a un jardin, donc voilà. Moi, j'aime bien organiser des trucs qu'on prévoit à l'avance pendant la semaine, et du coup, ça fait monter la sauce. Donc tu vois, je suis tout à fait capable de dire oui, on fera un parcours sportif là samedi, ça va être génial. Puis pendant la semaine, je me dis bon, qu'est-ce que je vais faire comme parcours sportif? Puis finalement, c'est un peu nul, mais c'est pas grave. Il est tout content. Là, le terrarium, tu vois, par exemple, j'ai annoncé une semaine avant. Je dis samedi, on va faire un terrarium. On va aller ensemble à la jardinerie. On va acheter des billes d'argile. Ça va être génial. De la terre. Ah ouais, super, maman. Donc voilà. Donc c'est plutôt des activités que je fais à la maison, tu vois. Sinon, tout simplement, ils font du tennis mâle. Enfin, tu vois, on leur fait faire du sport, du foot, des trucs classiques. Et donc pour finir cette interview, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais voulu qu'on te dise avant que tu deviennes maman? On aurait aimé qu'on me dise écoute-toi et n'écoute pas les autres. Tu vois, je pense, fais-toi confiance. Ça, j'aurais aimé vraiment qu'on me le dise. Cela dit, j'ai donc un pédiatre qui me l'a plus ou moins dit, mais on se sent en fait, on se sent une petite fille, et ça, je pense que c'est aussi beaucoup la faute de certains professionnels, évidemment pas tous. Mais ça, je l'ai beaucoup dit dans les maternelles. On se sent un peu infantilisé quand on vient d'avoir un bébé, parce qu'on n'y connaît rien. Moi, je me suis fait un peu engueuler parce que je mettais mal une couche à Gaspard. Enfin, madame, vous avez jamais mis une couche? Bah non. Parce que j'ai pas de frères et sœurs, j'ai pas de neveux, du coup. Donc non, j'ai jamais mis une couche, quoi. Pardon. Et en fait, il faut prendre le pouvoir vite, parce que sinon on rentre chez soi comme une petite fille. Et donc il faut dès la maternité dire non mais attends, dis-moi, je mets mal la couche, mais c'est moi qui la mettrai le mieux au monde à mon enfant, puisque c'est mon enfant. J'aurais aimé qu'on me dise ça. Voilà. Écoute, merci beaucoup Agathe. Merci Marie pour cette interview, et puis à bientôt. Et donc surtout pour l'automne, donc pour la rentrée au mois de septembre, pour la reprise de la maison des maternelles. Donc ça c'est début septembre. J'ai pas la date exacte pour tout te dire, mais ça sera le premier lundi de septembre, je pense. Ok. Ensuite, donc ton livre qui sort à l'automne. Oui. Et si on veut te suivre sur les réseaux sociaux, c'est Agathe Le Caron. Sur Instagram. Sur Instagram et Twitter, mais je suis plus sur Instagram qu'ailleurs. Ça marche. Merci beaucoup. Merci à toi. Au revoir. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner sur iTunes et de laisser un avis et 5 étoiles. Pour ne rien manquer des futurs épisodes et de l'actualité de Jolibump, rendez-vous sur Instagram @Jolibump et sur Facebook. Nouveau chapitre est une coproduction Jolibump et Indie Crew. À très bientôt.